consacrée à l'est de la République démocratique du Congo et d'une manière plus globale à la région des à travers la situation sécuritaire et l'instabilité quasi permanente, les massacres à répétition. On a encore eu la semaine dernière des jeunes excellés par tous ces massacres à répétition qui se déroulent souvent à deux pas des campements à la fois de l'armée nationale congolaise ou des campements des Nations Unies. Il y a quand même une force des Nations Unies de 20 000 hommes en RDC et une bonne partie de cette force est localisée dans l'est du pays et dans la région surtout du Nord Kivu. Et malgré ça, de manière tout à fait assez bizarre, en tout cas en toute impunité, des bandes armées peuvent pénétrer sur ce territoire où il y a une forte concentration militaire, pénétrer, commettre des massacres, disparaître dans la nature et revenir quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard. Ça fait des années que cette situation perdure. Et donc pour apporter un éclairage sur cette situation qui touche quand même non seulement une région des Grands Lacs, dont l'acteur principal de cette région est la RDC, mais qui touche aussi à la stabilité même de l'Afrique, parce que tant que cette région continue à connaître des remous, c'est clair que le reste de l'Afrique ne pourra pas être dans une impulsion sécuritaire qui puisse assurer aux populations tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir se sentir bien dans leur pays et ne pas avoir nécessairement à regarder le nord pour devoir migrer parce que voilà au sud ça ne va pas. Donc on a invité pour cela un spécialiste de la question et le plus grand spécialiste de la question, Boniface Moussa Vouli, que nous avions déjà invité il y a 2-3 ans à l'occasion de Congo Week avec son compère monsieur Luondo, qui était venu nous parler toujours aussi de cette situation sécuritaire, de comment les enjeux militaires, politiques, etc. Jouent dans cette région. Nous espérons que nous pourrons être un peu plus nombreux avant la fin de la conférence, mais nous allons quand même nous appeler à recevoir et à écouter M. Moussaouli, que je remercie énormément de s'être déplacé depuis la France pour venir partager avec nous les dernières recherches qu'il a menées et qui l'ont conduit à écrire ce livre dont vous pouvez trouver des références, en tout cas si vous voulez commander sur Amazon, il ne faut pas hésiter, c'est un livre vraiment capital qui permet de pouvoir comprendre ces enjeux et qui dit enjeux dit aussi des défis sécuritaires qui se posent dans cette région. Sans trop aller en avant, je donne la parole donc à Boniface Moussa-Vouli pour qu'il puisse nous présenter ces enjeux, ces défis qui se manifestent dans la région des Grands Lacs et d'une manière générale en Afrique. Merci beaucoup, Moussa-Vouli, d'être venu et puis je te la parole. Il y a l'autre. Merci M. Moussa. Merci aussi à l'UPAF qui m'a invité. Et c'est pour la deuxième fois, j'étais ici en 2015, je crois, avec le directeur de notre think tank, Jean-Jacques Luondo. Il n'a pas encore publié cet ouvrage. Je l'ai publié
en 2017. Et, donc, ce qu'il faut comprendre au sujet des BNI, parce que je vais directement aborder le sujet, c'est qu'il y a une situation, il y a une crise sécuritaire qui est particulièrement atroce, qui est marquée par des massacres des populations. Et ces massacres, dans un premier temps, ont été très mal expliqués parce que entourés par une campagne de désinformation et un discours officiel qui était totalement à l'écart de la réalité, volontairement. Mais au fil de nos recherches, nous avons fini par comprendre que ce massacre s'inscrivait dans la poursuite de la guerre que subit le Congo depuis 1987. Alors, le Congo est au cœur de gros enjeux géopolitiques, géoéconomiques et géostratégiques. Et ces enjeux consistent à un accès des puissances étrangères, des multinationales, des pays de la région, pour richesses du Congo, richesses naturelles du Congo, au contrôle des territoires riches et à un accaparement des zones généralement riches pour une durée qui soit la plus longue possible. Alors cette guerre connaît des pics de violence tous les 2 à 4 ans. Par exemple, en octobre 1987, c'est le déclenchement de la guerre de l'AFDEL, qui était une création du Rwanda et de l'Ouganda. En août 1998, donc juste 2 ans après, c'est le déclenchement de la deuxième guerre du Congo sous la bannière RCD, puis MLC par la suite. En juin 2004, c'est la prise de Bukavu par des troupes commandées par le général Tutsi Laurent Nkunda et son compère, le colonel Junior Tebuti. Et ce fut le début de la guerre du CNDP. En avril 2012, déclenchement de la guerre du M23, qui va se terminer en 2013. Et en octobre 2014, le déclenchement du massacre à Béni, qui dure depuis. Donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, ces massacres consistent à des actes extrêmement violents. Il s'agit de découper les gens à coups de machette, d'égorger des bébés, d'éventrer des femmes enceintes. J'ai renoncé à amener des images parce que chaque fois qu'elles sont présentées, les gens tombent dans une sorte d'horreur et n'arrivent plus à suivre le raisonnement logique, les enjeux derrière. Alors se pose la question, qui sont les tueurs, quelles sont leurs motivations et quels sont les enjeux derrière ces tueries. On va commencer par la cartographie. Le territoire de Béni se trouve, comme vous le voyez sur la carte, à l'extrême est du Congo, à la frontière avec l'Ouganda. Juste le territoire de Lubero juste à côté, dans le sud. Et Kinshasa, comme vous le voyez, se trouve à l'extrême ouest du pays, ce qui rend le contrôle de la situation un peu difficile pour le gouvernement de Kinshasa, compte tenu de la situation des infrastructures dans le pays. Et donc, une partie des questions sécuritaires et même économiques de cette région
très éloignés de Kinshasa et sous-traités aux pays de la région, derrière des groupes armés, derrière des unités parallèles de FARDC, derrière des acteurs qui ne sont pas forcément sur qui le gouvernement de Kinshasa n'a pas tellement d'emprise. Ça, c'est le territoire de Béni. Et sur la carte, les massacres se déroulent non pas sur l'ensemble du territoire, mais sur la partie nord-est du territoire de Béni, comme vous le voyez à cette carte. C'est une zone de seulement 30 km de rayon, mais les tueries se déroulent depuis maintenant, depuis 4 ans, depuis octobre 2014, et le territoire de Béni est parmi les territoires les plus militarisés. Je crois que c'est le territoire le plus militarisé du Congo, si pas de l'Afrique centrale, avec plus de 20 000 militaires en effectif théorique de FARDC, plus de casques bleus. Et curieusement, comme nous le verrons dans la suite, les massacres se déroulent exactement à proximité de position des FARDC et des casques bleus. Alors, qui sont les tueurs à Béni? Depuis le début, le gouvernement de Kinshasa attribue les massacres aux rebelles ougandais ADF. ADF, c'est, en français, c'est Forces démocratiques alliées, qui opèrent en territoire de Béni depuis 1995. Et selon cette version du gouvernement, ces ADF sont des islamistes qui font partie d'un réseau international du terrorisme islamiste, dans lequel se trouvent notamment les Al-Shabaab somaliens, les Boko Haram, les talibans, Al-Qaïda. C'est ça, en fait, le discours officiel. Mais cette version a rapidement perdu en crédibilité. Elle a perdu en crédibilité pour un ensemble de raisons que je vais vous expliquer et qui émanent de nos recherches, de notre think tank de Swallow, et aussi d'autres chercheurs, notamment les enquêteurs de l'ONU. Nous avons retenu un certain nombre d'arguments pour réfuter la version officielle. Premier argument, il y a la question de la revendication. Depuis le début des attaques contre la population, les fameux rebelles ADF n'ont jamais revendiqué une seule attaque. Pas une seule attaque. Vous imaginez une organisation islamiste qui mène des attaques pendant 4 ans et qui n'en a jamais revendiqué une seule. Non seulement ils n'ont jamais revendiqué une seule attaque, mais ils n'ont jamais nié une seule attaque qui leur est attribuée par les autorités. C'est assez bizarre. Or, nous savons tous que les organisations islamistes aiment vraiment revendiquer les attaques qu'elles mènent. Al-Qaïda a toujours revendiqué ses attaques, l'État islamiste a toujours revendiqué ses attaques, les Al-Shabaab somaliens, Boko Haram. Curieusement, au Congo, on a un genre particulier islamiste qui ne revendique jamais leurs attaques. À chaque fois, c'est le gouvernement congolais qui passe les porte-paroles Lambert Mende ou les alliés du pouvoir qui passent à la télé, à la radio pour dire « Et voilà, une nouvelle attaque des islamistes ADF ». Bizarre. Deuxième argument, un mouvement qui n'existe plus. Les ADF ont existé entre 1995 et à peu près avril 2014. C'était une petite organisation, en fait, à peu près 800, entre 300 et 800 combattants. Une opération avait été menée en janvier 2014 par le général Jean-Lucien Ormand, de heureuse mémoire parce qu'il est décédé en août 2014. Il avait mené les troupes des FARDC, les unités qui étaient auparavant commandées par le colonel Mamadou Dala, qu'on ne présente plus.
Il a mené ses troupes, c'était des troupes très bien entraînées, qui venaient du centre de formation de Kinou, formées par des instructeurs belges, notamment. Ces troupes étaient très performantes, ils nous ont menés jusqu'à contrôler totalement, vaincre totalement ces mouvements qui étaient dans ce petit rayon du nord de Béni. Toutes les localités qui étaient tenues par les ADF, les vrais, ont été commises. Et le chef de ce mouvement, ADF, qui s'appelle Jamil Moukoulou, avait fui Béni avec sa famille, avec ses lieutenants. Il avait fui en Tanzanie, où il a été arrêté en avril 2015, puis extradé en Ouganda. Donc, l'organisation, depuis avril 2014, n'existe plus, n'a plus de structure militaire, n'a plus de structure politique, n'a plus de chef. Alors, les massacres vont commencer en octobre 2014. C'est-à-dire que la campagne militaire fut menée de janvier 2014 à avril 2014. Toutes les zones qui étaient occupées par ce mouvement ont été conquises par les unités de l'armée congolaise. Et il y a même eu une délégation conjointe des généraux congolais et des généraux ougandais pour circuler dans cette zone avec la population et montrer que ces ADF n'existent plus, que leurs chefs ont été tués, capturés, chassés, que leur leader n'existe plus, il était en exil en Tanzanie, il a été arrêté, il a été envoyé en Ouganda. Donc les massacres ont commencé 6 mois après l'éradication de ce mouvement. C'est bizarre. Une organisation qui n'existe plus depuis 6 mois et les massacres qui commencent les massacres. Dans une zone totalement contrôlée par l'armée et les casques bleus. Troisième argument, la proximité des attaques. Les attaques à Béni sont menées systématiquement à 300 mètres, 400 mètres, 1 kilomètre des positions de l'armée et des casques bleus. Il y a eu même un record il y a 4 mois. On a commis un massacre à 25 mètres d'une position de l'armée. 25 mètres, c'est-à-dire un pâté de maison. Sur la carte du GIEC, le GIEC c'est un centre américain qui a mené des recherches sur ce massacre. Comme vous le voyez, les attaques se commettent dans un petit rayon. Vous voyez les points rouges. Et les enquêteurs de l'ONU ont publié une autre carte qui montre les positions de l'armée. Si vous regardez de près, vous verrez que là, par exemple, c'est l'armée, la MONUSCO, l'armée, la MONUSCO. Vous voyez cette ligne-là, cette zone. Et si vous croisez cette carte avec celle-ci, vous retrouvez que les massacres se commettent exactement dans cette zone. C'est-à-dire la zone où sont concentrées les unités de FARDC et de la MONUSCO. Le FARDC, c'est en vert. Oui. Et en rouge, pour les FARDC et en bleu MONUSCO. Donc, si vous croisez les deux cartes, cette carte des enquêteurs de l'ONU et cette carte du GIEC, vous voyez très bien que les massacres se commettent exactement là où sont concentrées les unités. Alors, je me pose une question. Pourquoi une organisation qui a été écrasée, affaiblie, qui n'existe presque plus, prend le risque de venir tuer là où se trouve l'armée, et non pas plus loin, là. Pourquoi? Ils sont suicidaires, peut-être. Et ils ne meurent pas, parce qu'on ne les attrape pas, on ne les tue pas. Ils viennent, ils tuent et ils disparaissent. Bon, j'ai donné un jour, on m'a posé la question, on m'a dit, mais qu'est-ce que vous pensez, Boniface? J'ai donné une réponse qui a fait polémique. J'ai dit, ils viennent tuer à proximité de l'armée parce qu'ils ne veulent pas s'éloigner
S'ils se noient, ils vont être attrapés par la population. Donc ils veulent tuer seulement dans des zones sécurisées. Je n'ai pas eu d'autre explication. C'est celle-là en tout cas. En tout cas, si vous croisez les deux cas, vous vous rendez compte que il y a quelque chose qui ne marche pas. Troisième argument pour réfuter la version officielle, le profil des tueurs. Les ADF ont existé à Beni depuis 20 ans à peu près. Depuis 1995, ils ont été combattus en 2004. Ils ne commettaient pas de massacre. Première caractéristique, ils faisaient des enlèvements, ils commettaient des assassinats ciblés, notamment contre les gens qui essayaient de les arnaquer, les hommes d'affaires qui essayaient de les escroquer. Et ils faisaient des trafics, c'était une sorte d'organisation mafieuse en fait. Ils faisaient des trafics du bois, de l'or, du café, des choses comme ça. Mais ils ne commettaient pas de massacre. Et deuxième caractéristique, ils étaient connus, ils étaient ougandais pour la plupart. Ils s'exprimaient en Ouganda, la langue ougandaise, et ils s'exprimaient aussi au Swahili. Et ils étaient connus par la population parce que depuis 20 ans, certains d'entre eux s'étaient mariés avec les femmes de la région et ils avaient même des enfants. C'était une organisation mafieuse comme la Camorra, comme très connue. Mais à partir d'octobre 2014, on a constaté que il y a eu les tueurs portent systématiquement les uniformes des FARDC. Le gouvernement n'a jamais expliqué comment ces uniformes se retrouvent entre les mains des tueurs. Et ça pose un problème parce qu'à Beni, il est totalement impossible de faire la différence entre ce qu'on appelle les égorgeurs et les FARDC. Totalement impossible. Donc, si vous voyez des gens armés à Beni, il vaut mieux fuir, mais ils sont partout. C'est le territoire le plus militarisé du Congo. Vous fuyez, vous allez où? Donc, ils sont systématiquement habillés en uniforme FARDC avec des bottes, des armes, tout l'équipement des FARDC. Et le gouvernement n'a jamais expliqué comment est-ce qu'ils se procurent ces uniformes. Deuxième élément, au début du massacre, le profil a évolué. Ce sont des hommes qui s'exprimaient en Kinyarwanda. Le Kinyarwanda, c'est une langue qui ne se parle pas à Beni. Beni, ça fait partie de ce qu'on appelle le pays Nande. On parle Kinande, on parle Swahili, on parle français, on parle Lingala un peu. Mais on ne parle pas Kinyarwanda à Beni. Les seules personnes qui s'expriment en Kinyarwanda à Beni, ce sont les éléments rwandais ou rwandophones qui avaient été versés dans les rangs de FARDC. Même les ADF, du moment où ils existaient, ne parlaient jamais à Kinyarwanda. Ils parlaient en Ouganda, en anglais et en Swahili. Ensuite, il y a eu le mode opératoire qui a évolué. Les ADF menaient des assassinats, des enlèvements. Mais là, on a constaté que, et ça a été pointé du doigt rapidement par les enquêteurs de l'ONU, on a constaté que les assaillants commettent vraiment des atrocités terribles. Ils découpent les enfants, ils éreintent les femmes. Et ça, on n'avait jamais vu en territoire de Beni jusque là, en début octobre 2014. Alors, les enquêteurs de l'ONU, dès le début, ont conclu que c'est une autre force qui a été amenée à Beni et qui est en train de commettre ces atrocités en se cachant derrière le masque ADF. Cinquième élément, les tueurs sont systématiquement remis en liberté. La population de Beni en a attrapé un certain nombre. On les amène auprès des autorités et quelques temps après, ils sont relâchés. Ça, c'est une réalité qui a même scandalisé les enquêteurs de l'ONU dans leur rapport de 2016. Ils ont directement posé la question au gouvernement. Pourquoi les tueurs de Beni? Parce qu'eux, ils ont carrément appelé les tueurs de Beni, parce qu'ils les ont vus dans les lieux de détention. Pourquoi ils sont systématiquement relâchés? Le gouvernement n'a pas donné de réponse. C'est ce qui est écrit dans le rapport des enquêteurs de l'ONU. Alors, l'ensemble de ces éléments
nous ont amené à conclure que les individus qui commettent des massacres à Béni n'ont rien à voir avec les ADF tels que nous les connaissions, tels que la population de Béni les connaissait. Il s'agit d'une autre force qui a été amenée à Béni, et là, il y a eu deux dynamiques. La première dynamique remonte au mécanisme de règlement de la crise du CNDP. Le CNDP, c'est le mouvement Tutsi qui a mené les attaques dans le Kivu, comme je l'ai dit, à partir de 2004, pour saboter un peu les efforts de pacification du pays au niveau des accords de Sun City. Ils avaient l'Europe et les autres avaient refusé d'intégrer le processus de pacification du pays. Ils ont formé un mouvement, on appelle le CNDP, en Assisi en 2004 à peu près. Et ils ont commencé à mener des attaques contre la population, à essayer de réoccuper les zones qui étaient occupées par le RCD Goma entre 1998 et 2003. Alors, ils ont un jour mené une attaque fulgurante en novembre 2008, et ils ont menacé la ville de Goma. Ils ont au passage commis des massacres terribles à Kiwanja, notamment les massacres de Kiwanja. Et puis, comme le gouvernement congolais était par terre, il était vraiment à genoux militairement, il a dû négocier avec le Rwanda, le parrain directement. On a envoyé le général John Numbi au Rwanda pour négocier directement avec James Kabarebe, le ministre rwandais de la Défense, qui est très connu au Congo pour avoir mené la première guerre du Congo et la deuxième guerre du Congo. Ils ont directement négocié avec lui, et de cette négociation est né l'accord de Goma de mars 2009, auquel, dans cet accord, les membres du CNDP ont été versés dans les rangs de FARDC, et le Rwanda a aussi envoyé plusieurs milliers de soldats au Congo pour mener la guerre contre les FDLR, officiellement. C'est ce qu'on a appelé l'opération Monja. Mais cette opération était à l'heure. En réalité, le Rwanda a voulu réoccuper les zones minières et les circuits économiques qu'il contrôlait à l'époque du RCD Goma. Et donc, pour cela, il a fallu utiliser cet accord pour renvoyer plusieurs milliers de ces soldats au Congo. Et ces soldats ne sont jamais rentrés au Rwanda entièrement. Une bonne partie est restée au Congo. D'ailleurs, quand la guerre du 23 a éclaté, en avril 2012, on a retrouvé plusieurs de ces militaires dans le territoire de Rutshuru. Ça a embarrassé le gouvernement de Kinshasa, parce que ils se sont même mis à se déshabiller, à enlever les uniformes des FARDC. Donc ils étaient habillés en uniforme des FARDC pour porter les uniformes de l'armée rwandaise devant les observateurs américains. C'était assez loufoque, parce que le gouvernement congolais avait toujours affirmé que les militaires rwandais étaient tous rentrés chez eux après l'opération Monja. Bref, il y a tout un système de mensonges qui est mis en place entre le pouvoir de Kinshasa et le pouvoir de Kigali, des mensonges qui contribuent à entretenir la guerre contre les populations congolaises depuis maintenant. Alors, cet accord-là de Goma, qui avait été signé à l'époque par le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, et le représentant du CNDP, S.T. Kamanzi, a permis donc au Rwanda de verser des milliers de ces soldats dans les rangs de FARDC, dans les groupes armés, dans les maquis, parce qu'il est nombreux, on estime à 12 000 militaires venus du Rwanda qui avaient disparu dans les brousses du Congo et peut-être dans les unités de FARDC, une armée que le gouvernement congolais ne connaît presque pas. Et donc, ces militaires ont obtenu la majorité des lignes de front. Ils ont été envoyés dans le Massissi, à Béni, parce que même Bosco Tandon est arrivé à Béni, dans le cadre de ces accords.
Et donc, ils se sont installés là-bas en application de ces accords, les accords de Goma. Ça, c'est la première dynamique. Comment est-ce que des personnes systématiquement ignorantes sont arrivées à Beni de façon massive? Il y a donc l'application de cet accord de Goma, l'accord de mars 2009. Deuxième dynamique, après la défaite du Lyon 23, en fin 2013, on a constaté une vague de migration des populations qui s'exprimaient uniquement en Kinyarwanda. Ces populations ont été présentées au début par les autorités congolaises comme des Hutus du Massissi. Ensuite, comme des Hutus de Rutshuru. Mais cette version n'a pas convaincu parce qu'ils étaient quand même plusieurs dizaines de milliers qui affluaient vers Beni et vers la province voisine de l'Ituri. Nous avons envoyé des enquêteurs dans ces deux territoires. Nous nous sommes dit, pour qu'il y ait autant de milliers de gens qui quittent les deux territoires, il faut qu'il y ait des villages qui se vident entièrement. C'est la question, pourquoi ils fuient leur village? Deuxièmement, quels sont ces villages qui se vident? On n'en a pas trouvé un seul. Tous les habitants de Rutshuru, tous les habitants de Masisi sont sur place. L'administrateur adjoint du territoire de Masisi a carrément affirmé qu'il n'y a aucun, et que tous ces administrés sont dans ce territoire. Alors, se poser la question, d'où viennent ces milliers de populations s'exprimant qui vont. Le gouverneur Julien Paluku, après avoir soutenu cette migration massive, a fini par affirmer que ce sont des populations d'origine inconnue. Populations d'origine inconnue, un gouverneur de province qui dit une chose pareille. C'est énorme quand même. Comment est-ce que les gens peuvent être d'origine inconnue? Des gens connus, mais d'origine inconnue. Parce qu'on les voit, ils sont là. Et ils arrivent en masse. Bon. Ce phénomène a fini par nous mettre sur la piste du Rwanda. Et ça, nous l'avons constaté avec stupeur, c'est que il y a eu deux événements dans la région. Il y a eu d'abord la crise entre le Rwanda et la Tanzanie qui a failli dégénérer en guerre entre le président Paul Kagame et son homologue rwandais, Jakaya Kikwete. Les deux hommes qui se sont envoyés des mots d'oiseaux vraiment comme des écoliers. Et donc cette crise a été perçue par la Tanzanie comme une menace sécuritaire. La Tanzanie a pris une décision radicale. Elle a renvoyé tous les réfugiés rwandais qui étaient dans leur pays et les a envoyés au Rwanda. Le Rwanda les a accueillis. Le M23 qui contrôlait les territoires de Rutshuru les a accueillis et les a présentés comme faisant partie des autochtones de Rutshuru, mais ça n'a convaincu personne parce que même les rwandophones, parce que le territoire de Rutshuru c'est un territoire majoritairement Hutu, mais ce sont des Hutus implantés au Congo depuis plusieurs générations. Ce sont des Hutus qui font partie de la nation congolaise, carrément. Même ces populations-là Hutus du Congo, de Rutshuru, on dit ça, ce ne sont pas nos compatriotes. Ça, ce sont des gens qui ne sont pas d'ici. Ce sont des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent de Tanzanie et qu'on veut nous imposer. Donc il y a cette vague de populations rwandaises chassées de la Tanzanie qui sont arrivées au Rwanda et qui ont été transférées vers le Congo. Le deuxième événement est beaucoup plus tragique, mais curieusement les médias n'en ont pas parlé. Il y a eu au Rwanda la disparition de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et ça, c'est le gouvernement rwandais qui l'a reconnu lui-même. Il y a eu d'abord la disparition de 50 000 personnes, dont 16 000 habitants d'une région qu'on appelle Ngororero, quelque chose comme ça. 16 000 personnes. On a posé la question au gouvernement, où sont parties ces personnes? Le gouvernement a dit, mais on ne sait pas.
ils sont peut-être partis au Congo rejoindre les FDLR. 50 000 personnes, un pays dirigé de manière aussi sécuritaire que le Rwanda, perd la trace de 50 000 personnes. Donc, ça c'est la première vague. Il a reconnu en 2014. Au cours de la même année, le gouvernement rwandais a reconnu la disparition de 30 000 condamnés pour génocide qui étaient soumis aux travaux forcés. 30 000 prisonniers condamnés pour génocide dans un pays comme le Rwanda qui disparaissent et dont on ne connaît pas la trace. Qui peut voir une chose pareille? Et les opposants rwandais ont crié au massacre. Ils ont dit Kagame a massacré 30 000 personnes. Mais il est quand même difficile de tuer 30 000 personnes. Donc, la question se pose, où sont partis ces hommes qui étaient condamnés pour le génocide? Ils sont partis quelque part. Alors, en fin 2015-2016, les élus de l'Ituri, la province au nord du territoire de Béni, ont fait une déclaration selon laquelle il y a plus de 70 000, les accusés carrément des Rwandais, 70 000 Rwandais qui sont implantés sur leur territoire, et c'était sur leur territoire, donc le territoire d'Irumu, au sud de la province de l'Ituri, qui est à proximité avec le territoire de Béni, dans cette forêt-là, on appelle la forêt d'Engedi. Et ils ont dit, nous ne savons pas comment ces 70 000 personnes sont arrivées ici. Nous essayons de comprendre. Un raisonnement simple démontre que si le Rwanda reconnaît la disparition de 80 000 de ses habitants et qu'on retrouve 70 000 Rwandais de l'autre côté de la frontière, le raisonnement est simple. Il manque seulement 10 000. Ils sont passés ces 10 000. Bon. Voilà un peu la situation. C'est une situation de vases communicants. Nous considérons que le Rwanda transfère de façon totalement massive une partie de ces populations qu'il considère comme indésirables, c'est-à-dire des criminels, des hors-la-loi, des pauvres, des gens qui ne veulent pas garder pour ne pas abîmer ces statistiques, parce que c'est un pays qui est très, très regardant sur les statistiques au niveau des institutions internationales. Et donc, il y a un transfert massif des populations rwandaises mal intégrés, des hors-la-loi, des criminels, un transfert vers le Congo. Et le Congo récupère ces populations, du moins le régime de Kinshasa récupère ces populations pour les utiliser contre les populations congolaises. Et c'est ça le point que nous allons aborder par la suite. Alors, pourquoi le Congo, ou du moins le gouvernement, le régime de Kinshasa, pas le gouvernement, parce que le gouvernement ne maîtrise pas très bien, les ministres congolais ne maîtrisent pas très bien les enjeux sécuritaires dans le Kivu. Pourquoi est-ce que le Congo accepte de servir d'exutoire? C'est un terme laid, mais que j'emprunte à Colette Bachmann, parce qu'elle expliquait que les objectifs de Kagame, quand il est arrivé au pouvoir, c'était de faire du Congo à la fois un exutoire démographique et comment dirais-je, un espace de pillage des ressources. Donc, ce sont là c'est ça la politique en fait qui est menée par le Rwanda, transférer une partie de ces populations sur le territoire congolais. Ces populations sont généralement implantées dans des zones riches et c'est une sorte d'investissement à long terme et organiser un pillage commun. Alors pourquoi le gouvernement congolais accepte ces populations et les entraîne dans des crises sécuritaires comme la crise que nous connaissons? Les massacres qui se déroulent à Béni, il y a 3 enjeux principalement. Le premier enjeu consiste pour le gouvernement du Kabila, du régime de Kabila, consiste à créer une crise sécuritaire qu'il attribue systématiquement au terrorisme islamiste. Derrière cette démarche, il y a une volonté d'attirer la sympathie des puissances occidentales engagées dans la lutte contre le terrorisme. Et nous avons
En 2016, nous avons constaté que le président Kabila mène un lobbying auprès de l'administration Trump par l'intermédiaire d'une firme israélienne qui s'appelle Mer Security et par l'intermédiaire du sous-traitant de cette entreprise qui s'appelle Sonoran Policy. L'objectif de ce lobbying, c'est d'arriver à convaincre l'administration de Trump qu'il y a un terrorisme islamiste dans l'Est du Congo et que le gouvernement américain doit fournir des moyens militaires au régime de Kabila pour lutter contre ce terrorisme islamiste. Or, nous savons que derrière la lutte contre le terrorisme, il y a d'abord beaucoup d'argent à gagner. Beaucoup d'argent à gagner. Le gouvernement américain verse énormément d'argent aux pays qui se disent victimes de terrorisme et qui disent lutter contre le terrorisme. Dans le cas du Ouganda, par exemple, qui mène une guerre interminable contre un certain Joseph Kony avec son mouvement LRA, une guerre vraiment interminable, le gouvernement américain a versé l'aide américaine à l'Ouganda est passée de 67 millions de dollars à maintenant presque 400 millions de dollars. C'est énorme. Et une partie de cet argent est évidemment détournée parce que pourquoi éliminer Joseph Kony alors que on peut continuer à le garder comme ça et obtenir cette aide américaine? Pourquoi éliminer un filon? Voilà. Pourquoi éliminer un filon? Parce que si vous menez une opération, comme Jean-Luc Boma a mené l'opération contre les ADF, il les a écrasés au bout de 3 mois, ça veut dire que l'aide internationale contre le terrorisme, ça s'arrête. Vous n'avez plus de terroristes. Alors il y a un cynisme de l'État qui consiste à laisser pourrir la situation parce qu'il y a l'aide internationale qui vient derrière. Et il y a aussi la volonté de devenir un allié des États-Unis. Parce que Joseph Kabila, dans cette situation de désarroi politique, voudrait quand même obtenir une grande puissance qui le soutienne, un peu comme la France soutient Idriss Déby, un peu comme les États-Unis soutiennent Kagame. Il veut aussi obtenir ça. Et une façon d'obtenir cela, c'est, par exemple, dans le cadre militaire, essayer d'avoir une grille sécuritaire sur les bras et dire, vous voyez, je me bats aussi contre les islamistes. Vous voyez, et moi, je peux être votre allié dans la région. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, pour le Rwanda, est d'installer durablement une partie de ces populations dans des zones riches. Et le territoire de Béni est un territoire qui est très riche en ressources agricoles d'abord, en bois rare, et en pétrole. On a découvert une grosse nappe de pétrole dans le sous-sol du territoire de Béni. C'est une nappe qui s'étend jusqu'en Ouganda. Et donc, il y a une entreprise, une firme française, Total, qui envisage d'exploiter ce pétrole. Or, quand vous avez vos populations dans une zone riche en pétrole, vous êtes sûr que, bon, ils vont chaque fois renvoyer des enveloppes à leur famille. Et ça, c'est un investissement à long terme pour le Rwanda. Et donc, il y a toute une campagne qui consiste à éliminer les populations autochtones pour que les maîtres des lieux ne soient plus les populations autochtones, mais qui sont éliminées en masse. Il y a plus de 200 000 personnes au Béni qui ont abandonné leurs champs, leurs villages et qui errent dans la nature, et installer de nouvelles populations qui vont bénéficier de cette manne pétrolière quand elle va commencer à être exploitée. Pour les hommes au pouvoir, à Kinshasa et enfin les membres du pouvoir actuel, c'est désordre à venir et peut être utilisé pour justifier la non-tenue des élections. Parce que tant que les gens sont tués, tant que le chaos persiste quelque part, comment on peut organiser les élections? La dernière fois, ces tueurs sont arrivés jusqu'au cœur de la ville de Béni. C'est quand même une ville importante de 400 000 habitants. Et puis, c'est un territoire qui est quand même stratégique parce que c'est le territoire qui détient la deuxième douane du pays, non, la troisième douane du pays, qui ouvre sur les pays de l'Est et l'océan Indien, les pays asiatiques, la douane de Kasséry.
En termes de recettes, c'est un territoire qui est très riche. Si vous contrôlez Beni, vous contrôlez la troisième source de recettes douanières du Congo. Et donc, il est très difficile d'envisager l'avenir du Congo, envisager l'organisation des élections, tant qu'un territoire stratégique comme celui-là est en insécurité, en ébullition. Vous ajoutez à cette insécurité l'insécurité qui a débuté en Ituri, la province de Loisirs, où il y a eu des massacres en territoire de Djougou. Vous ajoutez à cela les efforts actuels des généraux FARDC qui sont en train de recruter les anciens membres de l'Union 23 et de les ramener au Congo pour créer des foyers de tension. Vous ajoutez à cela les démarches qui consistent à relancer les groupes armés. Dernièrement, il y a une cartographie du GIEC qui a fait état de plus de 132 groupes armés. Tous ces groupes armés, s'ils sont réactivés, et ils peuvent être réactivés parce qu'on a pris contact, le régime a pris contact avec tous ces groupes armés. À tout moment, ils peuvent lancer des attaques contre les véhicules sur les routes, contre les agents électoraux et rendre l'organisation des élections totalement impossible. Et donc, ce chaos sécuritaire sert aussi à cet objectif, selon nos analyses. Bon, je vais rester là et prendre vos questions si vous voulez comprendre, si vous voulez approfondir un point ou un autre. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Moussa Bouli, pour tous ces éclairages qui nous donnent en tout cas pas mal de réponses à beaucoup d'interrogations, même s'il y a encore beaucoup d'interrogations. Et c'est vrai que il est question aussi de savoir comment dire. Il y a quand même pas mal de non-dits dans ce que tu as dit. Oui. Et on est entre nous ici, donc est-ce que c'est possible d'avoir un aperçu de ces non-dits? Par exemple? Bah, tu dois avoir quelque chose de... Oui. Par exemple, le fait de ne pas mettre en exergue le régime Kinshasa qui délégué tout ce qui se passe à Beni et les complicités avec comme vous dites par exemple, les populations qui sont venues du Rwanda, qui sont venues du Rwanda pour établir sur le territoire de Beni, et ces populations sont rwandophones, la totalité du Rwanda, et que le gouvernement congolais n'a pas de réaction. Et que le gouvernement congolais qui devait, en l'occurrence, sécuriser cette population, ne fait rien, il laisse tout couler. Donc ça dit que la complicité est beaucoup plus au sommet de la République, du Congo, en fait. Le régime congolais, c'est la réalité. Ouais, c'est le non-dit numéro 1, c'est-à-dire comment la RDC, qui est quand même un pays voilà, qui a le passé qui est le sien, le passé le plus récent, hein, c'est-à-dire toute cette situation, ça fait maintenant bientôt 30 ans ou plus, que l'Est du pays est livré à des massacres. Je ne sais même pas comment. Tu es toi-même originaire de Beni, je ne sais pas comment les gens de Beni vivent. Moi, j'ai jamais été à Beni, mais de voir tous ces massacres à répétition, je me dis, mais comment les gens arrivent encore à tenir? Donc, pour laisser faire un tel désordre meurtrier, on peut se poser la question, mais est-ce que c'est seulement la place du gain, le fait de se faire corrompre, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'en haut lieu, on adhère autant à cette dynamique de tuerie, à cette dynamique du laisser-faire par rapport au Rwanda, etc. Comment expliquer ça? C'est ça ce non-dit. Bon, d'abord, donne une piste. Oui. La piste, c'est que pour la rue, le président lui-même, en principe qui est au pouvoir en ce moment, il est d'origine rwandaise. Oui, vrai ou faux? Bon, la question des origines rwandaises de Yoweri Kabila a été posée plusieurs fois. J'en ai même parlé dans mon premier ouvrage, Les génocides des Congolais. Quel que soit le fait qu'ils sont d'origine rwandaise, en tout cas, ils mènent au Congo une politique de type colonial.
rwandaise. Pas rwandaise, mais il est vraiment l'homme de l'oligarchie Tutsi qui est au pouvoir à Kigali. Ça, il faut le reconnaître. Bon, et il faut constater que le régime actuel de Kinshasa vient de quelque part. Nous savons tous que Joseph Kabila est arrivé à Kinshasa en tant qu'officier de renseignement de l'armée rwandaise dans le cadre de l'AFDER. Et Joseph Kabila, pour ceux qui ne connaissent pas toujours le paysage congolais, quand on parle de Joseph, c'est Kabila. Oui. Bon. Ouais. Et il est maintenant à la tête des institutions et il utilise ces institutions très souvent pour faire réussir les ambitions territoriales, les ambitions économiques, les ambitions politiques de l'oligarchie Tutsi qui est actuellement au pouvoir à Kigali. Ça, ce n'est même pas un secret parce que c'est la réalité. Louis Mushikiwabo, qui est devenu secrétaire général de l'OIF, a eu sa candidature soutenue par le Congo, ce qui est étrange parce que le Congo et le Rwanda étaient en train de s'affronter autour des questions d'M23 et tout ça. Mais le président Kabila a donné injonction à ses collaborateurs de soutenir cette candidature. Or, le Congo était un candidat idéal, c'est le plus grand pays francophone du monde. Et le Congo aurait pu refuser et dire, mais nous avons des bons candidats, nous pouvons les présenter. Le Rwanda n'est même pas francophone, il est anglophone. Nous, on va faire concurrence, on va envoyer nos... Non, le Congo s'est complètement couché et il a soutenu Louis Mushikiwabo. Bon. Aujourd'hui, si le Rwanda veut obtenir quelque chose du Congo, il l'obtient sans aucune discussion possible. Il suffit de parler au président et c'est tout, il l'obtient. Attendez, je vais finir. Et donc, il n'y a pas que le président qui est arrivé dans les bottes de l'armée rwandaise. Il y a aussi une partie de l'opposition congolaise qui est arrivée à Kinshasa dans les bottes soit de l'armée rwandaise, soit les bottes de l'armée ougandaise. Et ces hommes venus au Congo, même si ce sont des Congolais, venus au Congo dans les bottes des armées de ces deux pays, se sont retrouvés en Afrique du Sud pour négocier le paysage actuel de la politique congolaise. Donc, vous trouvez, parmi les membres du pouvoir et les membres de l'opposition, des gens qui sont foncièrement liés à l'histoire de l'invasion et de l'occupation du Congo par les armées du Rwanda et de l'Ouganda, et qui travaillent systématiquement à faire réussir les ambitions de ces deux pays. C'est pourquoi vous voyez à Kinshasa, même les opposants n'osent pas prononcer le nom de Kagame. Même les opposants les plus radicaux, ils n'osent pas citer le Rwanda. Ils parlent des pays de la région. Les pays de la région, ils ont un nom. Bon. Donc, on est ici dans une situation où le pouvoir, l'opposition, et même une partie de la société civile sont complètement inféodés au régime actuel de Kigali. Et ça, c'est un problème. Dernièrement, pour un peu bafouer le Congo, Paul Kagame a tenu une interview avec Al Jazeera. Il a dit, vous nous accusez d'avoir soutenu le M23. Mais nous, on n'a pas seulement soutenu le M23, on a soutenu tout le monde qui est au pouvoir là au Congo, y compris les tops, c'est ce qu'il a dit, les tops, comme le président, et même les membres de l'opposition. En gros, tout ce personnel politique qui a touché ça, nous l'avons soutenu, c'est nous qui l'avons amené là-bas. Lorsqu'une population se retrouve avec des dirigeants pareils, elle est foutue. Elle est foutue. C'est pourquoi à Béni, par exemple, lorsque les attaques, les massacres se commettent, l'armée ne réagit pas, la police ne réagit pas. La MONUSCO ne réagit pas parce que la MONUSCO dit nous allons réagir en fonction des informations que l'armée nous fournit. Or, cette armée, c'est une armée qui contient des éléments étrangers, des officiers étrangers, qui paralysent complètement la réaction de l'armée. Lorsque le lendemain, la population en colère, en ramassant les cadavres, ose manifester, l'armée se positionne, les armes à la main, et tire dans le tas. C'est systématique. Quand les égorgeurs arrivent,
L'armée se retire, se cache, laisse faire. Ou massacre ensemble avec les égorgeurs. Le lendemain, quand la population manifeste, l'armée se positionne dans toutes les rues et tire sur la population. Ça, c'est une terrible réalité. Ok. On va passer donc à la salle. Je vous demanderai de vous présenter avant de poser la question et puis d'être le plus bref possible, d'éviter des conférences dans la conférence. Et comme ça, on pourra écouter tout le monde et puis le conférencier pourra répondre aussi à toutes les questions. Bon, on prend une petite série et puis on passera à une autre série. Oui. Mon nom est Luba, historienne de formation. Moi, inutile de dire, c'est avec un grand plaisir que je vous entends éclaircir une situation pour vous présenter volontiers le privé, vous n'avez pas relié avec maintenant. C'est moins des questions que de petites remarques. Tout à l'heure, à un moment donné, vous avez parlé de la présence des casques bleus de l'ONU, mais les enquêteurs de l'ONU. Déjà, l'ONU elle-même, pour reprendre le mot de De Gaulle, c'est un machin, on ne sait pas qui dirige quoi. C'est comme si les enquêteurs et puis les casques bleus participaient d'organismes différents et que les uns ne sachent pas ce que font les autres. C'est déjà un point qu'il faut souligner dans la problématique. Et un deuxième point, effectivement, on le sait que le gouvernement congolais est une émanation du Rwanda. Mais le problème est encore plus profond que vous ne le disiez. Il y a un problème d'aliénation mentale, je dirais presque dans le sens psychiatrique du terme. Pourquoi? En politique, il y a ce qu'on appelle presque un devoir de trahison. Quand vous êtes à la tête d'un État comme le Congo, que vous avez un peu d'envergure, vous titulaire au Rwanda. Et ça, ils en sont incapables. Ce sont des nabos, ce sont des On a compris. aliénés. Ils ne valent rien, rien de rien. Merci. Et je suis horrifiée de voir que c'est ce rien de rien qui me déroge vraiment, ça me... Au moins, si je le dis, c'est un Saddam Hussein. Oh. Merci, Rodé. Merci. Oui. Je n'ai pas de questions particulières. Tu te présentes. Président de l'UPAF. Je voudrais dire tout le bien que je pense, à part cet exposé, les livres qu'a écrit Boniface, très documentés, vraiment des informations très très précises. Hein, d'habitude, il y a des livres où on dit n'importe quoi, on se promène dans l'histoire, mais là, en tout cas celui que je suis en train de lire, il est très documenté, il n'est pas du tout farfelu, et ça vaut vraiment la peine. Je tenais à vous féliciter pour cet ouvrage. Merci. Et l'ouvrage peut être recommandé sur Amazon. On n'en a pas des exemplaires là. Je crois qu'il y a peut-être un exemplaire qui fait encore, qui peut être acheté par quelqu'un qui serait intéressé. Mais sinon, il faut le commander sur Amazon. Tu peux mettre le massacre de Beni et puis il y a des flyers ici et à l'extérieur, vous pouvez vous servir. Et celui-là, il est aussi sur Amazon, donc c'est le génocide des Congolais. Ok. D'abord, monsieur, oui. Merci, Garbat Jonathan, je suis enseignant-chercheur universitaire ici, et puis je m'intéresse aux migrations africaines, et surtout aux migrations dans la région des Khalag, parce que je suis d'origine rwandaise. Bon, je voulais aussi vous remercier pour votre présentation et puis pour le travail excellent que vous avez réalisé, parce que bon, j'ai découvert aussi beaucoup de choses en tant que Rwandais, hein, parce que il y a pas mal de choses qui se passent dans la région. Donc,
ça fait aussi mal de comprendre qu'il y a des civils rwandais qui sont envoyés au Congo justement pour créer des problèmes. Mais la précision que je voulais savoir, c'est en fait au niveau du profil de ces populations, des tueurs, hein, parce que j'ai compris qu'il y a notamment des civils, mais je n'ai pas très bien compris s'il y avait des militaires, en fait, parce que chaque fois, il y a eu un problème, toujours des militaires qui vont au Rwanda, qui vont au Congo et qui ne rentrent pas. Est-ce que dans ces tueurs, c'est plus les militaires, parce qu'il parlait aussi des civils, c'était pas très clair de bien comprendre le profil de personnes qui sont écrits. Je pense qu'il devait commencer par... Un instant, on prend encore une question là et puis... Oui. Actuellement, au tribunal international pénal, il y a une plainte qui est déposée contre la France pour les bombardements, les essais nucléaires qu'ils ont fait en Polynésie. Tu t'es pas présenté. Ah oui, pardon. Sébastien Zadori, je suis enseignant en classe d'accueil et j'ai des élèves congolais en classe. C'est ce qui me lie à la thématique. Donc je disais qu'actuellement, il y a une plainte pénale qui est déposée au tribunal international pénal par la Polynésie pour les essais nucléaires français. On sait que le Congo a été colonisé par les Belges. Et lorsque les Belges ont colonisé le Congo, ils sont arrivés au Rwanda en faisant une distinction raciale entre les Hutus et les Tutsis. C'est eux qui ont établi qu'il y avait, alors qu'il n'y en a pas, hein, mais c'est eux qui ont établi qu'il y avait une différence. Est-ce qu'on peut dire que la situation actuelle au Rwanda et puis la région qui nous intéresse est liée à un passé colonial, c'est-à-dire un pouvoir symbolique qui a été introduit par les colons belges? Ok, il y avait encore une question. Alors, moi, j'ai aussi une question. Bonjour, je m'appelle Boyo Yalé. J'ai juste une question par rapport à l'origine des officiers et des généraux qui sont envoyés à l'est du Congo pour en fait les RDC. Est-ce qu'ils sont d'origine congolaise ou ils sont d'origine rwandaise? Enfin, comment ça se fait que les généraux, enfin, si en fait il y a des généraux qui sont d'origine congolaise ou autre, comment ça se fait qu'il va se faire comment ça se fait pas Qui laisse faire ses massacres en tant que Congolais. Ok. Bien, on y va avec cette première série. Oui. Je vais d'abord répondre à la question de Diogène sur le profil des tueurs. Bon, j'essaie d'être le plus précis possible, hein, parce que mes recherches sont documentées et sont basées sur les faits qu'un autre chercheur derrière peut vérifier. Pour ce qui est du profil des tueurs, il y a d'abord les populations rwandaises chassées de la Tanzanie. Ces populations sont arrivées au Rwanda. Le Rwanda les a accueillis, mais les a accueillis dans le but de les utiliser contre le Congo. Parce que le Rwanda considère qu'il n'a plus d'espace. Toutes les populations qui arrivent au Rwanda, il faut bien qu'on dégage une place quelque part pour ces populations. Alors, ces populations ont été transférées dans le territoire qui était occupé par le M23, le territoire de Rutshuru. Le M23 a pris ces populations et les a amenées dans des centres d'entraînement, du moins les plus jeunes, ceux qui avaient la capacité de se battre. Et donc, ces populations ont connu une première formation militaire dans les zones occupées par le M23, qui dit M23 dit les supplétifs de l'armée rwandaise. Ensuite, ces populations sont rentrées au Rwanda, où elles ont été amenées dans des centres de formation militaire, avec des instructions. On leur a dit, vous allez au Congo, vous allez vous débrouiller pour trouver un espace. Ne revenez surtout pas ici. Allez là-bas, débrouillez-vous, trouvez un espace. Si vous le trouvez, vous le trouvez. Si vous ne le trouvez pas, vous périssez, mais vous périssez là-bas. Ne revenez pas ici.
On les a formés militairement, puis on les a envoyés au Congo. Ça, sont des informations que je donne dans mon ouvrage avec les précisions, avec les références et les contacts qui ont été confirmés d'ailleurs. Pour ce qui est des militaires versés par le Rwanda dans les rangs de l'armée congolaise, ça date d'ailleurs de l'AFDEL. Vous savez que John Samaret est même devenu le chef d'état-major de l'armée congolaise. Or, c'est un rwandais. Des milliers d'officiers rwandais ont été versés dans les rangs de l'armée congolaise. Et les officiers rwandais. Oui, il est l'actuel ministre de la Défense, mais avant il était le chef d'état-major de l'armée rwandaise. C'est lui qui a commandé les troupes de l'AFDEL jusqu'à Kinshasa. Et c'est lui qui a ensuite déclenché la deuxième guerre du Congo, qui a détourné les avions, notamment à Goma, pour les emmener jusqu'à Kitona, à l'ouest du Congo, dans le Bas-Congo. Bon, avant d'être laminé par l'armée angolaise, que Joseph Kepé, que le roi disait Kabila a fait intervenir pour mettre fin à cette nouvelle guerre. Et donc, nous avons ce phénomène-là où l'armée congolaise, c'est une armée qui n'est pas homogène, c'est une armée mélangée avec des unités qui n'obéissent absolument pas à aucune autorité congolaise. À Béni, il y a des unités, les fameuses unités qui étaient dirigées par le général Mondo, c'est le cerveau des massacres de Béni. Ces unités n'obéissent à aucune autorité congolaise, même pas au général Mbang Mochita, qui est le commandant des opérations dans le territoire de Béni. Donc, juste, si je peux avoir quelques précisions, parce qu'il y a les militaires des années 96, hein, oui, notamment le général Kabalé. Oui. Mais est-ce que, parce que c'est la situation actuelle, est-ce qu'il y a des militaires maintenant qui quittent le Rwanda, donc dans les années les plus récentes, pour aller à Bénin? C'était un peu ça ma question. Tout à fait. Dans la situation de 96, on sait bien comment ça se passe. Tout à fait. Il y a des centaines de militaires rwandais qui sont infiltrés dans les rangs de FARDC quotidiennement. D'ailleurs, après la défaite du M23, il y a carrément un avion qui a décollé à Kigali avec plusieurs centaines de soldats rwandais et qui a atterri à l'aéroport de Ndolo, à Kinshasa. Donc, c'est une guerre qui est menée par les deux régimes, hein, le régime de Kigali et le régime de Kinshasa, contre la population congolaise pour l'écraser, pour l'empêcher d'avoir un regard sur ces richesses telles qu'elles sont pillées. Quel autre volet de votre question? Merci. Ok. Je vais prendre la question de Sébastien par rapport à la plainte de la France. Bon, la situation dans la région des Grands Lacs est souvent attribuée à la façon dont la colonisation fut menée. Une colonisation qui consistait à opposer au Rwanda les Tutsis, considérés comme la classe privilégiée, aux Hutus, considérés comme les bas peuples. Cette lecture, je l'aborde avec beaucoup de recul. Parce que nous qui avons vécu à l'époque du président Mobutu et du président Habyarimana, nous avons constaté qu'il y avait quand même un effort de vivre ensemble qui était organisé au Rwanda. Habyarimana, c'est vrai, c'était un régime majoritairement Hutu, mais les Tutsis vivaient au Rwanda avec... D'ailleurs, c'était les riches et Rwanda à l'époque du président Habyarimana. Donc, malgré la façon dont la colonisation fut menée, il y a eu au Rwanda les deux régimes, les Kayibanda et Habyarimana, qui ont essayé d'organiser un vivre ensemble sans toutes ces horreurs, ces violences que nous connaissons aujourd'hui. Moi, l'explication que je donne à la tragédie au Rwanda et au Congo est plus au niveau de la géopolitique de grande puissance. À la fin de la guerre froide, les États-Unis ont considéré qu'ils n'avaient plus d'adversaires de taille à travers le monde.
il fallait se trouver un nouvel adversaire, un nouvel ennemi, et cet ennemi, c'était curieusement la France et son empire africain, hein, la France-Afrique, comme on l'appelait. Ils ont constaté qu'il y avait beaucoup de richesses dans des zones d'influence française. Et ils ont décidé de prendre part à ces richesses. Et le président Mitterrand a organisé rapidement une conférence en France, la conférence La Baule, pour essayer d'alerter, les présidents africains sur le risque qu'ils courent s'ils continuent à gouverner leur pays de cette façon-là. Il fallait qu'ils s'ouvrent à la démocratie rapidement et qu'ils libéralisent leurs économies. Mais pour le cas du Zaïre, c'était trop tard. C'était presque trop tard parce que les Américains avaient décidé de prendre le contrôle du Rwanda et d'utiliser le Rwanda comme une sorte de garnison des mercenaires pour prendre le contrôle de l'Est du Congo et ses richesses minières, les utiliser pour l'industrie et le marché des nouvelles technologies. Ça, ils avaient déjà vu, hein, leurs ingénieurs, leurs chercheurs avaient déjà su qu'il y a un grand marché sur le coltan notamment, avec les téléphones portables qui va être énorme, où on va gagner des milliards de dollars. Ces milliards de dollars, il ne faut pas les négocier avec Mobutu. On l'avait déjà diabolisé, c'est un homme corrompu, c'est un dictateur, c'est un salaud. On va pas négocier avec lui. On va aller prendre cette richesse et on va le prendre gratuitement, on va le prendre militairement. C'est comme ça que la stratégie américaine a été conçue pour cette région de Rwanda. Le Rwanda a été utilisé comme un État pivot. C'est une expression qui est utilisée en géopolitique. Un État pivot, c'est-à-dire une grande puissance fabrique un État client, l'arme de façon outrancière, et le projette sur un État riche en ressources pour qu'il y ait ces richesses et les acheminer sur le marché international. Ça a été démontré déjà par le rapport Kassem notamment, le rapport sur le pillage des richesses du Congo. La guerre que le Rwanda a subie était avant tout une guerre qui consistait à imposer un régime militaire au Rwanda pour passer ensuite à l'attaque contre le Congo. Les conflits entre Hutu et Tutsi, ce conflit a été utilisé pour embrouiller les gens, pour brouiller les pistes, mais en réalité c'était une guerre de pillage depuis le début. Même lorsque le FPR est arrivé au pouvoir à Kigali, il y a une lettre de Paul Kagame qui disait qu'il remerciait le président burundais Bagaza, et cette lettre a été même révélée au tribunal pénal international pour Rwanda à Arusha. Il disait, nous avons fini notre première étape, nous passons à l'étape suivante, qui est la conquête du Zaïre. C'est connu. Donc, il y a une lecture qui consiste à mettre l'accent sur les conflits interethniques entre Hutu et Tutsi. Mais il y a une deuxième lecture, qui moi je trouve plus intéressante, qui est celle de la géopolitique de grande puissance. Bon. Il y a l'origine des généraux de l'armée congolaise. Ah, là, c'est Mboyo. Alors, quelle est l'origine des généraux congolais? La plupart des officiers de l'armée congolaise, il faut le dire, sont des Congolais de souche. Bon, mais ils ont deux profils. Il y a les Congolais de souche qui ont évolué dans les mouvements comme le RCD, comme le CNDP, le M23. Ils sont Congolais, mais ils servent totalement les intérêts des puissances étrangères. C'est le cas notamment du général Gabriel Amici. C'est lui qui a livré Goma au M23 en novembre 2012. C'est le cas des hommes comme le général Mundos, celui qui a parrainé des unités qui commettent le massacre à Beni et qui est d'ailleurs sous le coup des sanctions de l'Union européenne, du gouvernement américain et des Nations Unies. C'est connu que c'est lui qui a parrainé les unités qui ont commencé le massacre, les unités FARDC qui ont commencé le massacre à Beni, et les noms de ces unités sont connus, sont même dans les rapports des empêcheurs de l'ONU. Il y a aussi des généraux patriotes, enfin des officiers patriotes au Congo, y compris même des officiers issus de la communauté rwandophone. C'est le cas notamment du général, qu'on appelle général Padil, qui s'est battu aux côtés du colonel Mamadou Ndala contre le M23. Donc, il n'y a pas un clivage ethnique absolu
entre deux côtés, les Congolais de souche et de l'autre, les officiers originaires du mandat ou d'ascendance rwandaise. Non, les choses ne sont pas aussi figées. À Béni, par exemple, il y a eu presque une guerre au sein de FARDC. Le 4 octobre, lorsqu'on a attaqué le quartier général de l'opération Scola 1, où on a essayé d'assassiner le général Mbangou. Parce que chaque fois qu'il y a des officiers congolais qui s'opposent à cette politique meurtrière qui est menée par Kinshasa et Kigali contre les populations congolaises, il y a toujours des militaires congolais qui essaient d'empêcher. Et ils sont systématiquement trahis, tués, mutés. Voilà ce qui est arrivé au colonel Mandala, ce qui est arrivé au général Jean-Lucie Bauma, ce qui est arrivé au général Mouzamabé, ce qui est arrivé à beaucoup d'autres officiers. Il y a 2 officiers qui ont été tués récemment à Béni avant le massacre de septembre dernier. Donc, il y a des officiers congolais, mais ces officiers congolais se retrouvent souvent à court de moyens, à court de renseignements, à court de munitions. Alors que ce que je considère comme les milices qui travaillent pour les 2 régimes, qui portent les uniformes de FARDC, sont très équipés, très renseignés et bénéficient surtout de la liberté d'agir. Ça, c'est le drame qui se déroule dans cette région. Et selon le directeur de Desbondo, lui, il pense que l'espoir du Congo réside dans ces soldats-là, ces soldats congolais, les patriotes, même s'ils sont mal renseignés, même s'ils sont tout le temps sacrifiés, ils sont en train de mourir. Il y a plus de 600 soldats congolais qui sont morts à Béni. Et le décompte continue. Il pense que un jour, il y aura une prise de conscience de ces soldats. Ils vont se dire, ok, cette hiérarchie ne va pas continuer à nous sacrifier comme ça. Nous allons considérer que l'ennemi n'est pas dans les maquis, mais plutôt dans les états-majors, et nous allons régler le problème là où il faut le régler. C'est ce qu'il pense. Autre question? Ouais, on va passer à une nouvelle série. Il y a la question concernant l'ONU. En fait, c'est les casques bleus eux-mêmes, donc, qui sont issus de différents pays, et on peut toujours se demander est-ce qu'ils obéissent à l'ONU ou est-ce qu'ils obéissent à leur nation. Bon, sur l'ONU au Congo, il faut que je donne quelques précisions. Il y a la mission de l'ONU au Congo, une force de plus de 23 000 personnels civils et militaires. Et cette mission a été décidée par le Conseil de sécurité de l'ONU dans le cadre de ses objectifs de maintien de la paix dans le monde. L'ONU, ce genre de force en général ne règle pas les problèmes dans aucun pays. Pour régler un problème sécuritaire dans un pays comme le Congo, il faut qu'il y ait des dirigeants nationaux qui décident de le régler. Or, aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui ne veulent pas régler les problèmes sécuritaires parce qu'ils utilisent la sécurité pour les objectifs stratégiques de leurs alliés régionaux et les objectifs économiques des multinationales pour lesquels ils travaillent. Alors, que fait l'ONU? L'ONU fait ce qu'elle peut. L'ONU ne vient pas dans un pays pour se battre contre les autorités de ce pays. L'ONU vient dans un pays pour aider les autorités d'un pays. Si les autorités de ce pays sont ceux qui créent les désordres, l'ONU a deux possibilités. Les casques bleus ont deux possibilités. Soit ils se battent contre ces autorités, ce qui n'est pas dans le mandat de l'ONU, soit ils laissent faire. À Béni, il y a eu des incidents absolument terribles. En mai 2015, je crois, les casques bleus tanzaniens, parce que c'était les plus motivés, les plus engagés dans la sécurisation de l'Est du Congo, ont été alertés par des renseignements parce qu'ils étaient très proches de la population locale. Ils ont été alertés sur le fait que les égorgeurs s'apprêtaient à nouveau à tuer la population. Près de Mavivi. Mavivi, c'est là où se trouve l'aéroport de Béni, et là où sont concentrés l'essentiel des troupes déployées à Béni.
Alors, ces casques bleus ont tendu une embuscade. Ils ont attendu, et la nuit, ils ont vu effectivement des individus débarquer près des habitations avec des machettes pour commencer à sortir les habitants de leur maison. Ils sont passés à l'action, ils ont ouvert le feu. 20 assaillants sont tombés par terre. Après vérification, il s'est avéré que c'était des éléments phares d'essai. Parmi ces éléments phares d'essai, il y avait 2 officiers originaires du Rwanda, un certain Moussa Binombe et un autre Richard Mongwa. Scandale. Comment on fait alors? Le gouvernement congolais a rapidement organisé un mensonge, comme c'est là ses habitudes. Il a déclaré que ces officiers avaient été tués par les ADF et par les Raïs de Tombouctou. C'est une milice qui est dans le sud. Ce qui a fait rire Béni tout entier, il arrive à la population de Béni de rire de tous les mensonges qui sont véhiculés, parce que les gens étaient déjà passés à la mort, ils avaient déjà filmé les cadavres là, à la mort. C'était des phares d'essai tués par les conducteurs tanzaniens. Il s'est donc créé une sorte de complicité entre certaines unités de casques bleus, comme les Tanzaniens, et la population. Et ça a créé des problèmes. Ça a créé des problèmes aux unités qui travaillent avec les pouvoirs de Kigali et le pouvoir de Kinshasa. Parce que ces unités se sont senties en insécurité. Ce qui explique, selon nos recherches, l'attaque contre le camp des casques bleus à Semliki à décembre, le 7 décembre 2017, où on a tué, je crois, une vingtaine de casques bleus tanzaniens. Et voilà. Et cette attaque n'était pas une attaque, on a encore dit les ADF, non, c'était une attaque coordonnée, organisée, menée par des unités entraînées. Et ces unités-là ne pouvaient pas être une bande de rebelles qui ont été vaincus en 2004. C'était des unités parallèles des FARDC. Donc, pour compléter sur l'ONU, donc... Oui, il a posté les abréviations. On se présente avant de... Il n'a pas encore fini de... Non, mais les abréviations, FARDC. Ah, oui, d'accord. FARDC, c'est le nom de l'armée congolaise, l'armée gouvernementale. Force l'armée de la RDC. Alors, là, j'ai répondu par rapport au casque bleu. L'ONU a aussi créé un groupe de travail, un groupe de recherche qui essaie de lutter contre ce phénomène-là, des relations entre la poursuite de la guerre et l'exploitation illicite des ressources du Congo. C'est dans ce cadre de ce groupe-là, le groupe expert, qu'il y a des enquêtes qui sont de très bonne qualité. Donc, personnellement, je ne suis pas hostile à la présence de l'ONU au Congo parce que c'est une présence qui d'abord permet d'avoir des sources d'informations qui sont difficilement discutables parce que les enquêteurs de l'ONU sont quand même sérieux. Ensuite, ce sont les enquêteurs qui sont envoyés pour une seule mission, après ils sont remplacés. Ils ne reviennent pas tout le temps. Donc il n'y a pas la possibilité de corrompre ou de... Non, ils sont une fois en mission et puis on envoie une autre équipe. Deuxièmement, cette présence nous permet d'avoir des témoins gênants. S'il n'y avait pas ces casques bleus tanzaniens et autres qui voient tous ces crimes se commettre, quelles seraient les populations congolaises? Il y aurait des villages entiers qui auraient complètement disparu. Donc, je pense que cette mission doit être redéfinie. Je ne suis pas comme le régime actuel qui est en train de réclamer le départ des casques bleus. Non, je pense qu'il faut attendre qu'il y ait un gouvernement légitime, un gouvernement des gens responsables qui décide d'organiser le départ des casques bleus. Mais pas le régime actuel. Le départ des casques bleus aujourd'hui signifie d'abord que un grand nombre de défenseurs des droits de l'homme, même les Mukwege, vont être obligés de quitter le Congo parce qu'il est gardé par des unités de la MONUSCO. Ils vont être obligés de fuir le Congo. Le Congo sera un enfer où il faudra tout simplement décider de fuir ou d'attendre d'acheter son saké, attendre d'être tué. Alors, il y a un aspect dans la problématique congolaise, ou rwando-congolaise, voire américano-rwando-congolaise, quelque chose que
j'ai beau réfléchir depuis plusieurs années, je n'arrive pas très bien à trouver le fil. C'est par rapport au rôle exact. Hein. Tu as parlé d'État pivot, du Rwanda comme État pivot, pour pouvoir avoir une emprise sur le Congo. Mais le Congo n'a jamais quitté le giron américain. Le Congo n'a jamais défini une politique anti-américaine, ni anti-occidentale. Pourquoi on irait armer un pays ou renforcer ou favoriser l'émergence d'un pays ou d'un régime dans un pays pour pouvoir capturer les richesses du Congo lorsqu'on peut les capturer sans passer par là. C'est-à-dire, toutes les richesses congolaises sont entre les mains des multinationales. Et les multinationales, on a vu avec les États-Unis, l'histoire en Iran, qui peuvent dire aux multinationales, vous commercez avec tel régime, plus d'affaires avec les États-Unis. Et tout le monde se casse. Et donc, on peut tout à fait utiliser le même type de politique au Congo. C'est-à-dire, voilà, vous commercez avec tel régime, etc. Donc, on n'a pas besoin de créer un régime fantoche ou quelconque dans un pays, que ce soit le Rwanda ou un autre, pour pouvoir s'accaparer des richesses du Congo. Alors se pose la question de qui a créé qui. C'est-à-dire, ceux qui ont créé le Rwanda, ou le régime actuel du Rwanda, avec ce qu'elle fasse comme avenir pour le Rwanda et puis pour la région, les implications de la différentes crises du Congo, etc., montrent que ce pays peut jouer un rôle sur le plan non seulement régional, mais aussi international, sans courir des risques. Hein? Vous voyez déjà comment on justifie on peut justifier le régime qu'on avait avec Mushikiwabo lorsqu'on pose la question, mais comment un représentant d'un pays qui ne respecte pas la démocratie ouvertement, comment va-t-elle parler aux autres de démocratie lorsque dans son propre pays, cette démocratie n'existe pas? Comment est-ce qu'elle va en parler? Ah, mais il y a une sorte de parenthèse qu'il faut faire à propos du Rwanda, parce que le Rwanda a connu le génocide, donc on peut lui pardonner de ne pas être dans la démocratie, et donc on accepte Kagame parce que Kagame a vaincu le génocide, etc. Mais pour revenir à qui a créé qui, c'est de savoir est-ce que ce qui se fait dans l'est du pays, est-ce que ce n'est pas le Rwanda qui essaye d'avoir derrière lui, par son propre lobbying, etc., la communauté internationale qui peut l'excuser ou en tout cas lui trouver des raisons pour laisser faire ce qui se fait au Rwanda, où le Rwanda est un instrument, comme tu l'as plus ou moins dit et que j'entends très souvent, voilà, c'est Clinton, c'est Blair, les anciens dirigeants américains et anglais, qui sont, évidemment, ce sont ceux qui font des conférences au profit du Rwanda à l'étranger, parmi en tout cas les gens qui le font. Ce sont eux qui auraient conçu l'idée d'une stratégie américaine, etc., une stratégie qui n'a pas de raison d'être, parce que l'Amérique peut capter le Congo aujourd'hui même. S'ils veulent décider de prendre le Congo militairement, économiquement, ils peuvent y arriver, ils n'ont pas besoin de passer par le Rwanda. Mais parce que là, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faudrait peut-être rappeler au public, c'est par rapport à l'histoire du Rwanda au Congo, pour que les gens puissent comprendre comment l'infiltration rwandaise au Congo ne date pas de Kabila. Elle date déjà de l'époque de Mobutu. Elle date de l'époque de la colonisation, avec ce qu'on appelle les Banyamulenge, etc. Les Banyamulenge, c'est qui? C'est la colonisation qui les a fait implanter. Des populations originaires du Rwanda qui sont venues au Congo pour des raisons d'exploitation coloniale, etc. Et puis qui se sont établies et qui ont été considérées comme des populations congolaises. Plus tard, il y a eu l'histoire de l'île d'Idjwi, où il y avait toute une population rwandaise qui a été nationalisée congolaise d'une manière tout à fait superficielle.
il y a eu l'histoire du chef de cabinet de Mobutu, Bisengimana Rwema, qui a créé toute cette bourgeoisie rwandaise qui a commencé à émerger à l'époque de Mobutu avec des PDG dans des grandes entreprises au moment où il y a eu la zarianisation, etc. Donc il y avait déjà l'infiltration rwandaise à ce moment-là, et qui a éclaté au grand jour sur le plan militaire, etc., avec l'arrivée des Kabila père et fils, et qui permet à ce que le Rwanda puisse exploiter le Congo pour pouvoir financer son développement. Parce que le Rwanda est devenu, c'est quand même important de le savoir, est devenu le premier producteur de coltan, sans avoir de minerais de coltan, en tout cas en faible quantité, que les carrières, tu es de Beni, tu sais très bien que ceux qui exploitent le coltan à l'est, par où ils passent pour exporter le coltan, ça passe par l'aéroport de Kigali, que ce soit ceux qui est exploité par les ex-génocidaires, tous commercent avec Kigali pour faire passer. Donc, à Kigali, il y a un quartier qui s'appelle Merci Congo, parce que la population comprend. Merci Congo, ça veut dire quoi? C'est que c'est le quartier le plus chic. C'est une sorte de Beverly Hills en plein Afrique centrale. C'est très emmuré, hein, c'est gardé avec des tours opérateurs, des golfs à 18 trous, etc., etc. Le quartier le plus près de Kigali, il a été surnommé par la population Merci Congo. Ce qui veut dire déjà beaucoup de choses. Donc, il y a cet aspect-là où peut-être le Rwanda, après avoir infiltré profondément les structures politiques, économiques, sociales congolaises, peut agir comme un poisson dans l'eau, puisque jusqu'au sommet de l'État, tout a été infiltré et qu'ils n'ont pas besoin des États-Unis. Les États-Unis, c'est autre chose, parce que il y a un aspect que tu as évoqué un peu, peut-être tu pourrais en parler un peu plus. Tu as parlé d'une société de lobbying israélienne. Dans le développement récent du Rwanda, il y a deux empreintes dont on ne parle pas beaucoup. L'empreinte congolaise, que je viens de décrire brièvement là, et puis l'empreinte israélienne, pour ne pas dire l'empreinte juive. Et on n'en parle pas suffisamment. Parce que derrière le Rwanda, il y a les Juifs. Et depuis qu'il y a eu le génocide des Juifs, du Rwanda, les Juifs sont devenus les parrains du génocide rwandais. Et quand on voit qui parle le plus du génocide rwandais à l'extérieur, ce sont des milieux qui appartiennent au lobby juif, comme par hasard. Les Juifs n'ont jamais été intéressés par les autres génocides. Les génocides de Namibie, les génocides des Belges au Congo, etc. Le seul génocide qui nous a intéressés, c'est le génocide du Rwanda. Il y a de quoi se poser des questions. Et quand on a la bienveillance d'une puissance, à la fois médiatique, financière, etc., que celle-là, c'est évident qu'on peut se permettre beaucoup de choses et que Kagame peut parler d'égal à égal avec certains chefs d'État. On s'est dit, mais le Rwanda, c'est pas un pays pétrolier. Parce que seuls les pays pétroliers ont du bois, hein, le Qatar, les machins, etc., des petits bouts de terre, mais qui ont du pouvoir parce qu'ils ont l'argent. Mais Kagame n'a rien de tout ça. Mais l'argent, sa puissance, il attire du Congo et à l'extérieur du lobby juif. On n'en parle pas suffisamment. Je ne sais pas quel est ton sentiment. Excuse-moi d'avoir été un peu long. Oui, peut-être par rapport à ça. Oui, bon. Si vous avez une réponse, j'aimerais réagir. Donc, peut-être s'il y a des questions qui vont dans le même sens, ou on peut, on prend tout et puis. Pardon? C'est peut-être intéressant. Ok. Donc il y a quelques réactions là. Oui. Par rapport à ce que tu dis, tu poses des questions, peut-être tu ne donnes pas de réponse. Mais je ne suis pas conférencier. Non, ce n'était pas la question du conférencier. Tu as débordé. Mais c'est sur le même thème. Il ne faut pas oublier que les révolutions, entre guillemets, dans les pays, ça peut attendre 100 ans, ça peut attendre 200 ans, ça peut surgir après 2 ans, ainsi de suite. Donc, quand on a mis fin soi-disant à la colonisation belge, bon, il avait fallu quand même un certain temps, on pouvait entendre des raisonnements, mais
Il n'y a pas d'intérêt. Les Belges sont là, ils dominent, ils contrôlent la situation. Les Congolais sont incapables de se révolter. Et puis, tout a été bouleversé en l'espace de quelques mois. Même tout ce qui se passe actuellement au Congo, hein, comme dirait l'autre, quelle que soit la longueur de la nuit, etc. Ceux qui sont au pouvoir et qui agissent sur le Congo, ceux qui sont les plus intelligents savent qu'il y aura tôt ou tard des réactions des populations congolaises, des résistances comme il a pu y avoir à Béni. Bon, on a pu capter certaines résistances comme avec Kabila. Hein, il y a des résistances et puis les Rwandais et les autres se sont greffés là-dessus. Ils ont amené le Rome à Kinshasa qui n'était pas préparé. Et on a éliminé ceux qui voulaient vraiment la libération du Congo, genre Kisase, etc. Donc, les grands pouvoirs dans le monde, hein, pour répondre précisément à la question, les Américains et les autres savent très bien que tôt ou tard, il y aura des réactions. Ça, c'est un premier élément. Donc, ils ont un système en place, etc. Deuxième élément qu'il ne faut pas perdre de vue, peut-être on n'a pas assez souligné, on a en vue, je vais me tromper, mais si on regarde tous les indicateurs qui sont donnés, on a en vue la partition du Congo. Et l'élargissement des pays comme le Rwanda. Parce que ce territoire rwandais ne suffit plus à leurs ambitions. C'est ce qui fait que on a implanté au Congo le pouvoir qui est en place avec Kabila. Et puis, en même temps, l'armée congolaise, les FARDC, sont infestés, sont complètement noyautés par l'armée rwandaise. Quand Kabarebe est retourné au Rwanda, raccompagné par le nouveau chef d'état-major de l'époque, eh bien, quand il a laissé en place, on n'a pas raccompagné au Rwanda tous les militaires qui étaient dans l'armée de Kabila. Parce que Kabila, père, quand il est venu au pouvoir, il n'avait pratiquement plus d'armée. Lui, il faisait ses affaires en Tanzanie et ailleurs, il trafiquait, on dit même qu'il venait jusqu'ici pour vendre ses minerais. Mais à un moment donné, on l'a mis à la tête d'une force pour se débarrasser de Mobutu. Et une fois qu'on a fait ça, on lui a dit de qui il fallait se débarrasser, ce qui fut fait, avec les Kisase et compagnie. Donc, ce cinéma-là continue, on a en vue la partition du Congo. Tous ces gens qui viennent, à un moment donné, on va dire, bon, voilà, il faut couper le Congo. Mais maintenant, quand est-ce qu'on va déclencher ça? C'est une occupation qui se fait systématiquement. Voilà un éclairage. Oui, j'aimerais donner quelques éléments sur ça. Il y a quelqu'un qui aimerait, là-dessus. Oui, je veux juste poser une question. Oui, ok. Soyez le plus concis possible. Oui, malheureusement, moi, j'étais pas au début de la conférence, je ne sais pas si ça a été abordé. Tu te présentes? Oui, Nzogu Pascal, moi je suis congolais. Je suis né et j'ai grandi à Bukavu, qui était donc le chef-lieu de l'ancienne province du Kivu, dont fait partie le Nord Kivu. Disons, je voulais juste poser la question, je ne sais pas si c'était abordé, sur la sociologie locale. Je veux bien qu'il y a la géopolitique, comme ça, générale, avec les États-Unis, des grandes puissances, qui, soit dit en passant, sont en déclin au niveau de la puissance globale. Et je ne pense pas que le Congo soit le seul pays visé, puisqu'on a attaqué l'Irak, on a attaqué l'Afghanistan. Ça fait partie du comportement habituel des grandes puissances de pouvoir contrôler le plus de pouvoir possible, ou bien les plus de territoires et des gouvernements. Donc je me disais maintenant, quels sont les facteurs
éventuellement des facteurs locaux, notamment des facteurs sociologiques et sous-facteurs sociologiques au Congo. Je parle des facteurs ethniques et plus précisément au Nord Kivu, le fait que les deux groupes dominants au Nord Kivu sont les Banyarwanda et les Banande. Donc Beni, pour ceux qui ne savent pas, Beni et Lubero sont les deux territoires les plus peuplés. Donc le premier groupe ethnique sont des Banande, qui sont aussi en Ouganda, de sorte qu'on peut utiliser l'acronyme de l'ADF, c'est-à-dire Alliance démocratique de force, en fait, qui est une émanation de la même tribu, mais la version ougandaise des Nandés, ce qu'on appelle les Bakonjo, dont d'ailleurs un des représentants éminents était le ministre de la Défense de l'Ouganda, qui était le médiateur aussi dans les contacts entre le Congo et le M23. Pour dire qu'il y a des imbrications qui peuvent avoir aussi, on peut faire aussi une géopolitique antécoloniale. Pourquoi il y a des massacres à Béni et l'autre ethnie antagoniste des Banyarwanda, qui fait partie aussi du même cercle, les Banyarwanda, les Baki, les Baganda, c'est des gens qui font partie du même cercle culturel au sens large, comme il y a eu entre l'Allemagne et la France des batailles pour l'Alsace, parce qu'on n'avait pas encore les respects du droit, et de temps en temps l'Allemagne pouvait dire, il parle allemand, donc c'est nos territoires. Et il y a des jeunes Rwandais avec lesquels je parle souvent qui croient que parce qu'il y a des gens qui parlent Kinyarwanda, donc c'est leur territoire. Hein? Donc c'est quand même une idée qui existe en Afrique et que dans cette région-là, quel est le poids de la géopolitique entre les différents groupes? Beaucoup de Banyarwanda se plaignent que en Goma, territoire des Banyarwanda du Congo, où il y a eu des Banyarwanda locaux, plus ceux qui sont venus, comme en Alsace, il peut y avoir des Allemands, mais il y a une population germanophone, mais des nationalités françaises, hein, que l'Allemagne réclamait, comme elle a réclamé des populations germanophones en Hongrie, en Tchéquie, ainsi de suite. Donc c'est juste les pan-rwandisme, mais comme du fascisme, tout simplement. C'est une version tropicale du fascisme, de dire que les gens qui parlent la même langue, ils doivent être regroupés. Donc, il peut y avoir ça, et que, en ce qui concerne l'Afrique, parfois on les laisse passer en disant l'Afrique ne va pas obéir aux règles du droit international depuis la Société des Nations et l'ONU, c'est-à-dire que le droit des conquêtes ne fonde pas la légitimité d'un État. L'Allemagne a conquis l'Alsace, mais ça n'a pas fondé sa légitimité à ce que l'Alsace fasse partie de l'Allemagne. Hein? Donc, la même chose. Pourquoi? Parce que poser la question en croyant que ce sont les Américains, sans voir aussi les questions locales, l'utilisation peut-être du cycle ADF, parce que de l'autre côté, il y a aussi des Nandés en Ouganda. L'Ouganda peut avoir ce levier ethnique. Le Rwanda utilise le levier ethnique des Banyarwanda congolais pour pouvoir envoyer aussi ces agents qui peuvent se noyer dans les mêmes groupes parce que ce sont des Congolais. D'ailleurs, les gens qui étaient à Béni, on les a déployés même pour voir qu'il y a une évolution, on les a déployés même au Kasaï. Obed Rwabasile, il est chef d'état-major canadien. Eric Olimbere, qui a été là-bas aussi, c'est lui qui dirigeait les troupes au niveau logistique quand il y a eu l'affaire de Camus ensemble. Est-ce que ce ne sont pas simplement dans les cadres d'une géopolitique aussi régionale? La Tanzanie, okay. Attention avec le contact. Merci beaucoup. Je voulais dire, quelle est la question des groupes, le fait qu'il y a des groupes ethniques transfrontaliers, et qu'il y a aussi une géopolitique locale dans les pays des Grands Lacs. Comme il y en a ici en Europe, il y en a eu ici en Europe, la France peut vouloir utiliser. D'accord. Parce qu'il y a pas mal de gens qui... Est-ce qu'on prend des questions qui vont dans le même sens ou tu veux quand même... Je pense que je peux commencer par répondre aux questions qui sont posées. Oui, j'ai une toute petite dans le même sens. Dans le même sens, ouais. Il y a madame, et puis monsieur, puis pas encore... Dans le même sens, monsieur. Ok, je pense qu'on regroupe tout ça, ça va dans le même sens. D'accord. Ok. Oui, je m'appelle Samuel, je suis d'origine burundaise, j'ai représenté notre pays à l'ONU.
la géopolitique, j'aurais beaucoup de choses à dire, parce que je suis historienne aussi, mais juste je verse un élément que sous la colonisation belge, les Rwandais et les Burundais étaient massivement envoyés au Congo belge pour travailler dans les mines, notamment des Jambas. Bon, pour dire qu'il y a effectivement une grande histoire entre les déplacements des populations des trois pays. Par contre, j'ai une question à poser, parce que je vais mentionner un nom d'un ancien président burundais, Bagaza. Il est venu aussi, il a exploité le Congo aussi, ou bien il a fait des choses au Congo, c'est ma question. Dernière chose, au niveau des ambitions géopolitiques, de tout ce qu'on veut, c'est-à-dire de la politique géopolitique du Rwanda, je me réserve de toute question. Mais vous avez dit, monsieur le président, mais je vous remercie d'abord. Vraiment, en tout cas, il est important, quelles que soient les divergences d'opinion, d'échanges intellectuels, il est important qu'on ait des gens parmi nous, je dis, originaires de ces pays qui s'expriment là-dessus. Parce que sinon, on cherche connaître l'histoire du Congo, on va chercher, je ne sais qui en Belgique ou quoi. Maintenant, ça a changé, c'est très réconfortant. Maintenant, pour le Rwanda, donc Kayibanda en 59, si je me trompe, vous me corrigez, vous avez dit que l'histoire était tout petit, en fait. Oui, la colonisation a fait la suite des choses, mais avec l'enseignement de Sahel et le bon vivre ensemble était là. Mais de l'âge que j'ai, mais le massacre de Tutsis de 59, où la moitié a fui au pays, dans les pays voisins ou ailleurs, les massacres de Tutsis répétitifs en 65, en 73, de façon que 94, c'était la solution finale, qu'on a fini ça enfin, pour qu'il n'y ait vraiment aucune trace de Tutsis. Ça, c'est en fait têtu, très têtu. Un autre qui est têtu, c'est que quand le FPR a gagné le Rwanda, le pays dirigeant s'est déplacé en fait. Il s'est déplacé au Congo avec l'armée, avec tout ce qu'il y a comme dirigeant, administration. Ils ont refait au Rwanda, au Congo, et ça, c'est en fait avec les armes, avec tout ce qu'on sait, les conséquences sont aussi évidentes. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie. Okay. Merci beaucoup pour cette contribution. Moi, je m'appelle